Ravi d'être parmi vous dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Le MMM devient parti politique. À sa tête, Adjan Narville, candidat malheureux à la présidentielle. Le MMM offre son soutien à la majorité présidentielle en vue de la nomination du futur Premier ministre. Le centre médico-éducatif des Orchidées Blanches fête ses 40 ans d'existence cette année. Ce centre encourage aujourd'hui la création d'autres associations, surtout dans les régions, pour prendre en charge les personnes présentant une déficience intellectuelle à développer leur niveau d'autonomie. À l'étranger, élection présidentielle en Afghanistan, 8 candidats sont en liste pour succéder à Hamid Karzai. Les talibans ont menacé de perturber le scrutin. On commence ce journal par la page sociale. Redorer l'image de la capitale, la police nationale passe à l'action pour reprendre en main la ville d'Antananarive, dont l'image est souvent associée à l'insécurité, à l'insalubrité et à la prostitution. Cette dernière qui est interdite dans les rues de la capitale depuis la semaine dernière. Hier, lors d'une patrouille de nuit, les policiers sont descendus dans les quartiers chauds de la capitale. Yves Jalil. Tiaralalan, dans la cour du commissariat central d'Antananarive. Dernière consigne pour ces agents de la police nationale désignés pour la patrouille de nuit. Nous allons rappeler aux prostituées les lois qui existent. Nous allons leur faire connaître aussi que les autres habitants de la capitale ont aussi des droits qu'il faut respecter, entre autres le droit à un sommeil paisible le soir, ou encore le droit à plus de propreté devant sa maison, et non des saletés sur tout le mur de la propriété, ou du tapage nocturne jusqu'à 2 heures du matin, alors qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école au petit matin. Nous allons leur rappeler tout cela. Et c'est donc parti pour une nuit mouvementée. Certains partent en véhicule, d'autres à pied. Premier arrêt, contrôle de pièces d'identité. Suivi d'un rappel des lois pour ces noctambules. Les citoyens ne semblent pas surpris de ce genre de contrôle. Ils estiment toutefois que la patrouille devrait être étendue aux autres quartiers classés zone rouge dans la capitale. C'est d'un à laquelle que l'opération a vraiment débuté. Ici, les policiers ont surtout affaire aux marchands ambulants. Normalement, ils n'ont pas le droit de s'installer à cet endroit du centre-ville. Puis, ils attaquent les autres quartiers chauds de la ville, là où les prostituées ont l'habitude de faire leur travail. Madame, vous attendez qui, s'il vous plaît? Si vous n'attendez personne, ne restez pas à cet endroit. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de squatter cet endroit. Ensuite, l'opération se poursuit par un contrôle des ruelles des quartiers chauds, un moyen de faire valoir leur autorité sur la ville et dissuader par la même occasion les malfaiteurs. Pour la police nationale, cette opération était juste un rappel à l'ordre. D'ici peu, ils vont tout de suite appliquer la loi à ceux qui sont en infraction.
En politique, le MMM de Antananarivo affirme ne pas avoir de nom à proposer au chef de l'État en vue de la nomination du Premier ministre. Le MMM qui ne soutiendrait aucun groupement politique, mais roule pourtant pour la majorité présidentielle. Armi Sargodbi. Avec seulement 14 députés élus à Timazaz, le MMM ne peut pas présenter un nom de Premier ministrable. Mais sa position reste le même. Le MMM roule pour la majorité présidentielle et ne soutient aucun autre groupement politique en vue de la nomination du Premier ministre. Nous n'avons jamais pensé à proposer un nom de Premier ministrable. Mais nous allons soutenir la majorité présidentielle. Nous allons suivre les décisions du président de la République. Mais nous ne pouvons pas soutenir un parti politique ou un groupement de partis. Ainsi donc, le MMM offre son soutien au dernier né des groupements politiques, le Vunj Namyaradi. Ce dernier soutient le président de la République. Pourtant, les avis divergent au sein de cette plateforme politique, car certains soutiennent l'idée d'une suspension de la Constitution, tandis que d'autres veulent poursuivre les discussions prônées par le chef de l'État. Il doit y avoir une concertation entre le chef de l'État et les groupements politiques ayant proposé des noms de Premier ministrables. Nous ne devons pas forcer les choses. Je pense que nous avons besoin de cette concertation et le MMM acceptera celui qui sera nommé à l'issue de cette concertation. D'après les rumeurs, la nomination du Premier ministre est attendue après le retour du président de sa mission à Bruxelles la semaine prochaine. Or, il est également attendu à un autre rendez-vous international, celui du sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra la semaine prochaine à Moroni, aux îles Comores. Le MMM qui vient de changer son statut en parti politique depuis ce jour. Le bureau politique du parti a été élu ce jour même à l'issue de l'Assemblée générale constituante. Ainsi donc, Antananarivo est élu président. Fianna Richard, ex-ministre de l'économie durant la transition de 2009, est le secrétaire général du parti. D'autres anciens ministres et ex-chefs de région durant la transition composent ce nouveau parti politique. Le MMM se penche déjà sur les élections municipales et envisage même de proposer un projet de loi visant à réformer les élections de proximité. Parlons à présent d'éducation et de santé. Les centres médico-éducatifs comme les orchidées blanches d'Andjouibé se font rares à Madagascar. Pourtant, ils aident beaucoup les parents dans la prise en charge des handicapés mentaux. Aujourd'hui, les orchidées blanches encouragent la création d'autres associations, en particulier en dehors de la capitale, où les besoins sont encore peu couverts. C'est un reportage de Zoura Mianchou sur les images de Nzara Djansour. Asm est aujourd'hui âgé de 20 ans. Il présente un handicap mental. Avant d'atterrir dans ce centre, il fréquentait d'autres écoles normales et devait par la suite arrêter les cours à cause de son handicap. Quand il était petit, il était comme les autres enfants. Nous n'avons jamais pensé qu'il présente un handicap mental, mais c'est durant les apprentissages en cours que nous avons constaté qu'il fait peu de mouvements en classe. Donc nous avons décidé de l'emmener ici. Ce centre prend en charge l'éducation de Hassan depuis 12 ans maintenant. Ses parents constatent d'énormes changements dans son comportement. Depuis qu'il étudie ici, il sait beaucoup de choses, comme faire le ménage ou faire les couverts. Il sait comment allumer la radio, comme toute autre personne. Comme toute autre personne, c'est dans cette classe qu'il apprend les gestes de la vie quotidienne, comme toute autre personne de son âge. Ici, son enseignante lui apprend à ranger un drap.
La tâche n'est pas du tout facile pour les enseignants spécialisés dans ce domaine, car ce centre a pour principal objectif d'aider ces personnes présentant une déficience intellectuelle à développer son niveau d'autonomie. Autonomisation de base, il y a déjà l'autonomisation de base au quotidien, mais nous faisons également des travaux manuels. Nous avons des cours de connaissances générales, de psychomotricité et de loisirs. Nous pouvons leur apprendre beaucoup de choses, car ils doivent avoir beaucoup plus d'autonomie dans la vie quotidienne. Les enfants que nous éduquons ici peuvent être des amis au quotidien pour aider dans les tâches ménagères. Aujourd'hui, le centre médico-éducatif Les Orchidées Blanches d'Andjouibé a pu émanciper plus de 400 élèves. En 1974, année de création du centre, plus de 600 élèves ont voulu jouir de l'éducation spécialisée dispensée ici, mais à cause de l'insuffisance d'infrastructures, le centre ne pouvait pas tous les accueillir. Actuellement, les Orchidées Blanches encouragent la création d'autres associations, surtout dans les régions où les besoins sont encore peu couverts. Le centre Les Orchidées Blanches d'Andjouibé qui fête ses 40 ans d'existence cette année. Premier établissement malgache dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. L'établissement accueille aujourd'hui plus de 400 enfants, adolescents et adultes de 2 à 50 ans dans ses services. Une cérémonie a eu lieu dans la cour de l'établissement à Andjouibé pour marquer l'événement. Les créations des pensionnaires du centre y ont été présentées aux invités. Passons maintenant aux actualités internationales. 13 ans après le début de la guerre et à quelques mois du départ des troupes de l'OTAN, l'Afghanistan se choisit un nouveau président. Hamid Karzai ne peut pas se représenter. Le scrutin est décisif, mais il risque d'être entaché par l'insécurité et la fraude. Reportage de France 24. Bien avant l'ouverture des bureaux de vote, ils sont déjà nombreux à attendre leur tour. À 7 heures, heure locale, les portes s'ouvrent, les premiers électeurs se présentent. En guise d'isoloir, des panneaux de carton. Quelques instants plus tard, les premiers bulletins sont glissés dans les urnes. Aujourd'hui, nous sommes venus voter et participer à un processus politique. Et notre souhait, avec l'aide de Dieu, c'est de mettre un terme à la corruption du système. Parmi les premiers votants également, le président Hamid Karzai, qui après 2 mandats ne peut pas se représenter. Mais aussi les 3 favoris de cette élection, le candidat Zalmay Rassoul, ancien ministre des Affaires étrangères, considéré comme son dauphin, Abdullah Abdullah, l'opposant arrivé 2e lors de la précédente présidentielle, et enfin l'économiste Ashraf Rani. En tout, 8 candidats sont en lice pour reprendre le fauteuil d'Hamid Karzai. Dans la capitale, le scrutin se déroule sous haute tension. Kaboul s'est réveillé totalement quadrillé ce samedi. À chaque barrage et point de contrôle, les véhicules sont inspectés, les électeurs fouillés. Les talibans ont menacé d'attaquer les bureaux de vote et le personnel. Les forces de police assurent la sécurité. Heureusement, c'est grâce à elles que nous pouvons voter. Les résultats préliminaires de ce premier tour ne devraient pas être connus avant plusieurs semaines. Contre l'austérité et pour une autre Europe, des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier à Bruxelles. Elles dénoncent l'aggravation de la pauvreté. Des affrontements ont éclaté en marge des cortèges. Reportage. L'image est d'une rare violence. Ce policier reçoit un pavé sur la tête au cœur de la première Euro-manifestation qui a rassemblé 52 000 personnes venues de 21 pays. Et pourtant, le défilé qui a dégénéré se voulait pacifique. Les manifestants ont parcouru les rues de Bruxelles en direction des quartiers des institutions européennes. Une manifestation contre le chômage et les politiques d'austérité et en faveur d'une Europe plus sociale. C'est le spectacle de ce qui se passe actuellement dans toute l'Europe, c'est-à-dire une politique contre les travailleurs, pour une austérité qui ne profite qu'aux classes favorisées. Mais la manifestation a tourné à l'affrontement entre policiers et dockers. Ces derniers se sont désolidarisés du cortège et ont cherché l'affrontement en lançant des projectiles. Les policiers ont répliqué par des canons à eau et des gaz lacrymogènes.
Ces scènes d'émeutes ont un peu brouillé le message des manifestants venus dénoncer une Europe aux 26 millions de chômeurs. Ce que nous voulons avant tout, c'est un financement européen de masse, un plan Marshall qui pourrait faire en sorte d'injecter dans l'économie réelle, pas dans des bulles financières, pas dans la spéculation, mais dans de l'économie réelle pour créer 11 millions d'emplois. 28 personnes, dont 3 policiers, ont été blessés, mais les manifestants ont fait passer leur message, voter aux européennes du 25 mai pour changer la façon dont l'Europe est dirigée. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Avant de se quitter, n'oubliez pas de suivre le magazine de la rédaction Focus. Ce sera demain soir à 19h15 sur la chaîne Diva. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Au revoir.